Vous savez ce qu'on dit? Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Je pense qu'une fois de plus, on va le prouver. J'ai vu ça simplement dans des dossiers de terrorisme international. La naturopathie s'occupe de santé et de maintien de la santé, pas de maladie. La naturopathie ne cherche pas à soigner une maladie, mais à augmenter le niveau de santé d'un individu, lui permettre de se renforcer de façon individuelle et adaptée. La véritable saison 2 de Régénère. Il y en a qui sont prêts à se moquer de moi régulièrement en parlant de résurrection. Eh bien, la seconde résurrection de Régénère. Bonjour, c'est un véritable plaisir de vous retrouver. C'est pas un mince mot, après presque 6 mois de silence, d'une certaine manière, je sors enfin de mon jeûne médiatique. D'où le titre de cette vidéo, Rupture de jeûne. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi il y a eu ce silence pendant 6 mois, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 mois, quelle est la situation actuelle pour moi, mes proches, Régénère, et quelles sont les perspectives. Donc ça va être une vidéo qui va peut-être être un peu longue, parce qu'il y a pas mal de choses à dire et je veux prendre le temps d'expliquer ce qui se passe réellement. J'ai pris quelques petites notes, donc vous ne m'en voudrez pas si je m'y réfère. Et ça va être une vidéo qui est vraiment importante pour moi, parce que ce silence médiatique, il m'a été imposé, demandé, imposé, c'est difficile de dire, par ma précédente avocate et la juge d'instruction, d'une certaine manière, qui m'avait encouragé vraiment fortement à ne plus m'exprimer, voilà, à ne pas m'exprimer pour ne pas faire soi-disant de vagues, ainsi de suite. Et j'ai changé d'avocat début septembre. J'ai choisi maintenant de travailler avec Fabrice Divisio, que certains d'entre vous connaissent certainement, et sa stratégie est totalement différente. Et je pense qu'il a vraiment raison, pour des tas de raisons. La première, c'est que je pense que, comme je vais vous l'expliquer dans cette vidéo, le procès qui m'est fait est un procès qui est d'abord politique et médiatique, même avant d'être un procès pénal. Et donc, si on ignore cette dimension, je pense qu'on passe complètement à côté de la chose. Alors, le droit à la défense, d'une certaine manière, c'est quelque chose de légitime, et en me taisant, pendant ces 6 mois, je n'ai pas exercé mon droit à la défense. Et cette façon de respecter l'instruction qui est importante et que je vais toujours réaliser, hein. On parle du respect du secret de l'instruction, je n'ai pas l'intention de violer le secret de l'instruction, tant bien même que du côté par exemple du procureur de la République de Perpignan, il ne s'est pas gêné quand j'ai été mis en examen par exemple, pour faire des grandes déclarations dans la presse annonçant ma mise en examen avant même que moi je sois au courant. Donc, vous voyez, c'est quand même 2 poids 2 mesures. Hein. Y a vraiment un respect du secret de l'instruction par les prévenus, mais pas obligatoirement par les magistrats. Hein. Et on peut se demander où est la présomption d'innocence. Dans la couverture médiatique qui a été faite de la mise en examen me concernant, et même précédemment me concernant, la présomption d'innocence, elle n'existe absolument pas. Alors, est-ce que les prévenus ont droit à une défense digne? Est-ce qu'ils ont même le droit de se défendre médiatiquement? Est-ce qu'ils ont le droit de se défendre eux-mêmes? Par exemple, je vais vous citer une anecdote qui n'est pas anecdotique, hein, mais qui s'est passée là récemment. Fabrice Divisio, mon avocat, a demandé à ce que je puisse avoir accès, mais total, à mon dossier. Parce que je peux consulter mon dossier quand je suis chez mon avocat, mais jusqu'à présent, je n'ai pas mon dossier avec moi pour travailler sur ce dossier.
il a demandé ce dossier, il a dit écoutez, c'est pas normal, vous devez pouvoir travailler sur ce dossier, je vais le demander à la juge d'instruction, ça ne devrait poser aucun problème, il faut juste que vous vous engagiez à ne pas communiquer de pièces, je l'entends parfaitement, j'avais signé un engagement sur l'honneur, à ne pas communiquer de pièces, et je ne l'aurais pas fait. Et contre toute attente, la juge d'instruction a refusé de cette mise à disposition du dossier. Fabrice Divisio m'a dit qu'il n'avait jamais vu ça, ou quasiment jamais. Il me dit j'ai vu ça simplement dans des dossiers de terrorisme international, mais absolument pas dans une affaire aussi... Alors le terme anodin va peut-être en faire sursauter quelques-uns, hein, mais une affaire aussi anodine que la vôtre. Parce que, oui, jusqu'à présent, tout a été fait à charge contre moi, c'est certain. Il y a... On va en parler, mais il y a une espèce de grand nuage de fumée qui a été créé pour faire en sorte que cette affaire elle paraisse extrêmement grave. Hein, et on va voir que quand on a étudié le dossier précisément, mais il n'y a rien de ça. Alors avec mon avocat, Fabrice Divisio, on va utiliser notre droit à la défense, y compris sur le plan médiatique. Et c'est ce que je commence à faire ici. Alors, j'ai divisé cette vidéo en 3 parties. Je vais commencer par un petit topo sur ma situation actuelle et plus généralement la situation de Régénère. Parce que je rencontre nombre d'entre vous dans la rue, je discute, je parle, des amis, des connaissances ou des gens que je ne connaissais pas et qui viennent spontanément. Et d'ailleurs, je devais vous le dire, hein, depuis mars dernier, c'est proprement hallucinant pour moi le nombre de personnes qui s'arrêtent pour me saluer, pour m'encourager, une petite tape dans le dos, un petit clin d'œil, un petit salut, même pas des voitures qui klaxonnent avec un petit bonjour pour l'encouragement, et ça me touche vraiment énormément, et vraiment, c'est bienvenu, parce que je ne vais pas vous le cacher, la situation, elle est très difficile personnellement, familialement, professionnellement, sur le plan physique comme sur le plan psychologique, elle est très difficile, et sur le plan économique aussi. Alors moi, on me demande toujours, Thierry, comment tu vas? Globalement, ça va pas trop mal. D'ailleurs, souvent, les personnes me disent même c'est hallucinant que tu ailles si bien avec toute cette pression, cette charge et cette situation hein, qui t'est imposée. En même temps, je ne vais pas vous cacher que c'est toujours pareil. L'hygiène de vie fait énormément et je suis ravi d'avoir l'hygiène de vie que j'ai parce que je sais qu'elle me permet de tenir le coup au quotidien. Mais notre corps a aussi ses limites et je sais qu'en début d'été, par exemple, d'un seul coup, alors que effectivement, ça fait des années que je ne présente aucune symptomatologie, mon corps va bien tout le temps, et là j'ai commencé à avoir des migraines et je suis allé consulter un ami ostéopathe, merci Vincent, et il m'a bien aidé, il m'a bien soulagé et il m'a dit en fait ton corps a accumulé tellement de stress que ta résilience naturelle n'arrive plus à prendre le dessus. Alors c'est difficile, c'est certain, c'est difficile. Ça a été d'autant plus difficile que pendant 6 mois, moi et ma famille n'avions pas le droit de rentrer chez nous. Donc matériellement, c'était très compliqué. On m'avait interdit l'accès au village dans lequel je réside. Et il faut le dire comme ça parce que ça correspond à la réalité. Je n'ai pu réaccéder à mon logement qu'une fois que l'entreprise, c'est l'entreprise qui possédait le site internet Régénère, qui exploitait le site Régénère, qui organisait les stages, a été liquidée. Et force est de constater que ça m'a été refusé la réintégration dans mon logement jusqu'à ce que cette liquidation ait lieu. Donc voilà, pas chez soi, c'est toujours compliqué à gérer matériellement et ainsi de suite. Donc la société a été mise en liquidation. Mes proches sont énormément sous pression aussi. Donc c'est une période difficile, voire très difficile, je ne vous le cache pas. Alors là-dedans, il y a aussi des petits éclairs de lumière, hein. Par exemple la cagnotte qui a été organisée par des amis. Franchement, merci à tous, merci à eux, merci à vous. Sans cette cagnotte, je n'aurais pas pu régler mes premiers frais d'avocat, j'aurais pas pu fonctionner hein, sans salaire depuis plus de 8 mois, sans revenu depuis plus de 8 mois, sans possibilité de payer les avocats, avec une caution qui a été fixée à 50 000 €. Je ne sais pas comment j'aurais fait, donc merci sincèrement à vous tous. Voilà. On, familialement parlant, on vous doit beaucoup et je suis vraiment rempli de gratitude. Alors si on fait le point sur la situation pénale, j'ai été mis en examen le 10 mars dernier avec un contrôle judiciaire strict. Alors contrôle judiciaire, qu'est-ce que ça veut dire? Un contrôle judiciaire, c'est un ensemble de mesures qui sont mises en place
préalablement à toute forme de jugement. Mais attention, il n'y a pas eu de jugement, je n'ai pas été reconnu coupable de quoi que ce soit. C'est préalablement, c'est pendant l'instruction. Un ensemble de mesures qui peuvent être très contraignantes. Dans mon cas, elles le sont. Bon, je n'ai pas le droit de sortir du territoire français. Alors vous me dire, ouais, mais tu peux rester en France. Moi, dans mon cas, par exemple, vous savez, moi, je suis juste à la frontière espagnole. Donc, aller en Espagne, pour nous, c'est comme aller dans la ville d'à côté. Donc, oui, ça représente des contraintes. Je dois me présenter une fois par semaine à la gendarmerie. Ça aussi, c'est contraignant. Il y avait une caution de 50 000 euros. Je ne me suis pas trompé de zéro, je dis bien 50 000 euros à verser sous 6 mois à peu près. Sinon, je partais en prison. Voilà, donc, il a fallu les trouver. Merci à la famille. Vraiment merci à la famille. Et ensuite, eh bien, je suis interdit d'exercer toute activité en lien direct ou indirect avec des formations ou des stages qui portent sur la naturopathie, l'hygiénisme, la santé ou le bien-être. Donc c'est extrêmement contraignant puisque voilà, les stages régénèrent, ils sont impossibles, en tout cas il m'est impossible d'y participer. Alors depuis cette mise en examen, l'un des points positifs c'est que j'ai pu voir mon dossier, j'ai pu lire le dossier. Et je sais désormais ce qui m'est reproché et je sais de qui ça émane. Globalement, c'est l'ordre des médecins et l'ordre des pharmaciens, soutenus derrière par l'AMIVILUD et l'UNADFI, l'Union nationale des associations des familles qui luttent contre les sectes et ainsi de suite. C'est eux qui ont fait le travail, qui ont poussé le travail, et c'est l'ordre des médecins et l'ordre des pharmaciens qui ont poussé la plante. Alors ce dossier, de l'avis même de mon avocat, il donne l'impression d'un fourre-tout assez brouillon, où on a cherché tant bien que mal à rassembler des éléments très disparates, afin de donner l'impression que c'est une énorme affaire, avec des faits particulièrement graves, alors qu'il n'en est rien. Alors, je vais m'employer avec mon nouvel avocat, Fabrice Divisio, à démontrer la supercherie et à faire dissiper cette espèce de voile de fumée. On va aussi inverser la donne sur le plan médiatique, parce que tout et n'importe quoi a été dit sur moi pendant des années. Longtemps, j'ai choisi de ne pas m'épuiser à répliquer aux centaines et aux centaines d'articles. Mais désormais, il est vraiment nécessaire que je remette les pendules à l'heure. Et les vidéos qui vont suivre, dans les semaines qui vont suivre, vont me permettre aussi de remettre les pendules à l'heure et d'exercer mon libre droit à la défense. On va reprendre point par point toutes les caricatures mensongères qui ont été faites de moi et les invalider. Je vous donne un exemple. J'entends souvent parler des victimes de Casas Novas, voire des morts, des milliers de morts. Je l'ai lu des tas de fois. Tu devrais avoir honte d'avoir des milliers de morts sur ta conscience. Où est-ce qu'ils sont? Moi, je les ai cherchés dans le dossier. Ils n'y sont pas. Il n'y a pas de morts, même pas de victimes. Il n'y a rien. Et je pense que les enquêteurs aussi cherchent. Alors, et ça montre combien les journalistes et les médias jouent un rôle extrêmement délétère dans cette affaire en créant de toutes pièces une image fictive et délirante de moi et mon travail. D'ailleurs, Clément Basty, l'extracteur, qui a largement collaboré avec l'AMIVILUD, avec l'UNADFI et aussi avec les gendarmes, il s'est cassé les dents lui-même à essayer de créer un groupe de victimes de Casas Novas, où il n'y avait quasiment personne. Je le sais parce que c'est Constance qui me l'a dit. Constance, je vous rappelle, c'est une jeune fille qui avait témoigné, qui avait été présentée dans un reportage vidéo réalisé qui s'appelait La Fabrique du mensonge, dans lequel elle rendait un témoignage. En tout cas, le témoignage qui était rendu était extrêmement accusateur à mon encontre. Et suite à la diffusion de ce message, elle nous avait contactés en disant « Je me suis fait totalement manipuler et tromper par les journalistes » et elle avait demandé à ce qu'on puisse rétablir la vérité. Donc je l'avais enregistrée pour qu'elle puisse donner son témoignage et qu'elle puisse expliquer ce qui s'était réellement passé. Et Constance, quand elle était en voiture, dans la voiture, elle m'avait dit elle-même, elle m'avait dit que ce groupe existait. D'ailleurs, en voiture, où elle s'était fait harceler au téléphone par le fameux Clément Basty, qui essayait de l'appeler. Et elle m'a dit qu'il avait créé un groupe des victimes de Casas Novas, qui avait seulement 3 personnes dans ce groupe, dont elle, et que Clément Basty faisait pression, il les engageait très fortement à essayer de trouver d'autres victimes. Alors, quand il n'y a pas de fait réel et que l'on veut condamner au moins médiatiquement une personne, que fait-on? On monte en épingle en déformant des éléments congrus de sa vie ou de son discours. On cherche le tout petit détail
qui, suramplifié, pourra ternir l'image de cette personne. Et d'ailleurs, on va retrouver toujours les mêmes personnes. Toujours les mêmes personnes qui font le job. Ils sont peu finalement, il y a un petit groupe de personnes. Je vais vous donner un exemple, hein, les spécialistes pour casser du Casas. Il y a un journaliste qui s'appelle Thibaut Shepman. Thibaut Shepman, monsieur Shepman, il a été le premier à écrire un article à charge contre moi en 2014 dans le magazine Rue 89. Il avait même écrit 2 articles à l'époque, hein, en donnant la parole quasi exclusivement à un partenaire hein, avec qui j'étais je cherche le terme, excusez-moi, un partenaire avec qui j'avais le terme qui me vient, une embrouille, hein, je ne peux pas le dire autrement, qui avait réalisé une arnaque, ce partenaire, pardon. Ce partenaire a profité de cette scène médiatique pour me diffamer au maximum. Quand ce partenaire a été condamné quelques années après par la justice, personne n'en a rendu compte et surtout pas Thibaut Shepman. Hein. C'est-à-dire qu'il n'a pas rendu compte qu'il avait été utilisé d'une certaine manière pour régler médiatiquement un conflit commercial qui a été réglé d'une toute autre façon devant les tribunaux. Donc il travaillait à Rue 89, article pour casser du Casas. Il passe dans un nouveau journal qui s'appelait Les Jours, article pour casser du Casas. Là, il arrive dans un journal qui s'appelle L'Équipe. Tu te dis, L'Équipe et Casas Novas, ça va être du mal à raccrocher les deux. Bim, il trouve moyen de casser du Casas. Et comment? Eh bien, il trouve avec grande difficulté un témoignage d'un cas extrême et isolé, a priori, qui ressemble fort à une dérive alimentaire. Il me l'impute, alors que c'est une personne que j'ai jamais rencontrée, jamais coachée, enfin, jamais discuté quoi que ce soit. Et ensuite, il le fait à charge contre moi. Je vous donne l'exemple de la question qu'il m'a posée. Parce que, pour une fois, j'ai accepté de répondre au journaliste. Sur le conseil de mon avocat, j'ai répondu par écrit au journaliste. Il me pose une question très orientée. Un sportif que nous avons interrogé et ayant suivi vos conseils entre 2014 et 2016 est tombé en sous-nutrition et en a hérité des troubles alimentaires sévères. Avez-vous conscience que vos méthodes ont pu conduire à des comportements à risque? Moi je réponds, ainsi, toute personne malade ou ayant des troubles alimentaires l'est forcément à cause de moi, selon vous. Avez-vous conscience que votre question est malhonnête et stupide? N'avez-vous aucun esprit critique ou faites-vous semblant d'être bête pour faire des associations faciles et médiocres dans l'objectif unique de m'accuser? À moins que vous puissiez me dire que je l'ai personnellement coaché, ce qui n'est pas le cas. Ou au minimum me dire quel conseil il a suivi. Puis ensuite, d'enquêter en tant qu'expert journaliste pour voir s'il a bien compris mon message ou encore s'il a réellement appliqué, ce qui est impossible à vérifier. Ou s'il n'a pas déjà préalablement des troubles du comportement alimentaire. Le simple fait que vous parliez de méthode Casas Novas démontre que comme la plupart des journalistes, vous ne connaissez rien à mon travail, puisque je ne cesse de rejeter les méthodes et les régimes impersonnels. C'est intéressant aussi de relever que vous n'inquiéterez jamais sur les exploits sportifs de personnes crudivores comme Jeannette Murray-Wakeling, qui a battu le record du monde en courant 366 marathons consécutifs et qui a guéri de son cancer alors qu'on lui donnait 6 mois à vivre. Ou encore de Myriam et Jackie Boissé, Mimi et Jackie, qui sont doubles champions du monde de raid aventure. Ou encore de Florian Gommet, qui a été filmé pour sa traversée de l'Europe en courant un marathon par jour pieds nus et en ne mangeant que des fruits et des légumes crus. 3500 km quand même. Des personnes qui pourtant suivent mon travail et qui sont intervenues à mes côtés. Votre démarche montre qu'il ne s'agit pas d'une enquête, mais d'une énième tentative de m'enfoncer médiatiquement sans preuve, juste sur des médisances. Je m'interroge sur l'intérêt qui peut être le vôtre à mettre à l'avant ce qui ressemble à un cas extrême de trouble alimentaire en essayant de l'associer de manière plus ou moins honnête à mon activité. Pourquoi ne déployez-vous pas la même énergie à recueillir les milliers de témoignages de personnes qui, inspirées par mes vidéos, entre autres, ont modifié leur régime alimentaire, amélioré leur hygiène de vie, perdu du poids et repris le sport. D'ailleurs, Florian Gommet, que je mentionnais, il est aussi mentionné dans l'article. Mais quand il est mentionné, il est décrit comme le très controversé Florian Gommet. Non, il n'est pas très controversé, il est très impressionnant. 3500 km parcourus pieds nus en se nourrissant seulement de fruits et de légumes en courant un marathon par jour, c'est impressionnant, point barre. Les seuls à le controverser, c'est Libération, qui d'ailleurs controverse à peu près tout ce qui ne va pas dans le sens de la doxa officielle. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que
Suite à son exploit sportif, parce qu'on peut parler d'exploit sportif hors norme, l'équipe lui avait consacré un article pas à charge, hein, pour rendre compte de cet exploit. C'est normal, l'équipe c'est un journal qui parle de sport, une performance sportive hors norme est réalisée, l'équipe en rend compte. Suite à la cabale médiatique qui a été organisée contre lui par Libération, entre autres, l'équipe a rétracté son article. L'article il a complètement disparu. Devant une telle performance hors du commun, il préfère monter une véritable cabale contre lui en l'associant par exemple à Irène Grosjean ou Pierre Barnérias, qu'ils ont précédemment dénigré, plutôt que de s'interroger comment un mode de vie qu'ils passent leur temps à décrire comme extrêmement dangereux peut amener un homme à de telles performances sur la durée. Parce qu'en plus, Florian n'en est pas à sa première. D'ailleurs, c'est pareil pour moi et mon parcours. Hein. Je veux dire, au-delà des petites polémiques, des éléments qui sont mis à l'index pour essayer de me diffamer, personne ne se demande comment j'ai pu passer de l'état où j'étais jusqu'à l'état où je suis aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein, ça, c'est une question, on va y revenir. Je vous prépare un sacré travail sur mon parcours, un joli cadeau qui arrivera tout bientôt. Où est la science là-dedans? Nulle part. Curiosité, scientifisme, doute, esprit critique, scepticisme, ça disparaît complètement. On est dans de l'idéologie et une volonté de détruire les individus. D'ailleurs, si je reprends l'article, on ne va pas faire trop long sur cet article, c'est pour vous montrer aussi quand les gens me disaient « Mais Thierry, tu devrais répondre aux articles ». Mais ce que je fais sur cet article-là, et encore là, je vais vous en épargner, je vais le faire très rapidement, il faudrait que je le fasse sur tous les articles. Et il y a des centaines et des centaines d'articles qui sont écrits sur moi. C'est impossible. Donc si je reprends l'article, d'ailleurs que le journaliste a refusé de m'envoyer, prétextant qu'il ne pouvait pas me laisser, qu'il ne pouvait pas trouver moyen de me faire accéder au journal. Et il suffisait, M. Shepman, de faire une copie de votre écran. Hein, une petite photo d'écran, copie d'écran, c'était facile. Donc, passons. Je l'ai eu autrement. Alors, le fameux témoignage sportif est le suivant. Tombé sous l'influence de Thierry Casasnovas en 2015, le marathonien amateur Maxime Lopez dit avoir repris aujourd'hui une alimentation équilibrée. Devenu docteur en psychologie du sport et entraîneur de course à pied, il témoigne volontiers de cette époque révolue. Donc déjà, on commence. Tomber sous l'influence. C'est une accusation grave, diffamatoire. Je ne connais pas cette personne, j'ai jamais discuté, ni vu, ni quoi que ce soit. Ses propos n'engagent que lui et absolument rien ne prouve ses dires. Il est tombé tout seul et certainement pas sous mon influence. Je continue. L'article. Début 2015, le coureur découvre sur YouTube des méthodes d'alimentation dites alternatives comme le crudivorisme et le jeûne. Alors, le jeûne n'est pas une méthode d'alimentation, mais peu importe. Il adhère principalement, selon lui, je précise bien selon lui, aux idées du naturopathe Thierry Casasnovas. Je le cite, « Je me pesais plusieurs fois par jour, je cherchais l'alimentation parfaite. Et je réalise aujourd'hui que j'étais prêt à croire beaucoup de choses. Je me suis fait avoir par Thierry Casasnovas, qui est un très bon orateur. J'ai passé des heures devant ses vidéos. » Alors, moi quand je lis, je me suis... Attendez, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Et j'adhère principalement aux idées du naturopathe Thierry Casasnovas. Je me pesais plusieurs fois par jour et cherchais l'alimentation parfaite. » Alors, dites-moi, vous qui suivez certainement mes vidéos, où j'ai pu dire qu'il fallait se peser plusieurs fois par jour. Est-ce que ça fait partie de la méthode naturopathique dont je vante les bienfaits? Je ne pense pas. Et est-ce que j'ai jamais parlé d'alimentation parfaite? J'ai passé mon temps à dire que l'alimentation parfaite n'existait pas. Nulle part j'ai dit ça, parce que tout ceci semble relever. Alors, attention, quand je dis semble relever, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas faire de diagnostic. Mais ça semble relever d'un trouble du comportement alimentaire, voire, pour le dire clairement, d'anorexie restrictive. Quand une personne présente des troubles du comportement alimentaire, peu importe ce qu'elle mange, elle va se dénutrir. Quand tu te pèses plusieurs fois par jour, c'est qu'il y a un grave problème, et ton problème, ce n'est pas l'alimentation, c'est ton rapport à l'alimentation. Je relève aussi cette phrase, hein, il adhère principalement, selon lui, aux idées du naturopathe Thierry Casasnovas. Donc déjà, les idées qu'il décrit, se peser, etc., ne sont absolument pas les miennes, mais effectivement, c'est uniquement selon lui. Donc il peut dire absolument ce qu'il veut. Et notons, c'est le discours surtout de quelqu'un, si on va sur sa page YouTube, qui vend actuellement des coachings de course à pied. Donc, tu imagines facilement que c'est plus vendeur de dire « je suis tombé sous l'emprise d'un gourou et je m'en suis libéré », plutôt que de dire « je souffrais de graves troubles du comportement alimentaire et maintenant, je me pose en guide pour vous coacher ». Moi, personnellement, je n'ai jamais coaché personne. C'est une sacrée responsabilité que je ne prendrai pas. Alors, je continue.
Je cite l'article, « Ces vidéos ont créé chez moi des schémas, une idéologie de la pureté. J'ai intégré des concepts comme « c'est mal de manger tel ou tel produit » ou même « manger ça fait de toi une mauvaise personne ». Ça crée une culpabilité dont il est très difficile de se débarrasser. Pour les adeptes et anciens adeptes, c'est vous. Témoigner est difficile. C'est très émotionnel. Excusez-moi, je prends un air grave parce que Maxime, il devait être très grave. Reconnaît Maxime Lopez. Je suis très irrité. C'est lui, hein. Moi aussi, mais je suis très irrité. Ça me rappelle trop de choses. Alors, c'est mal de manger tel ou tel produit. Ou même, manger, ça fait de toi une mauvaise personne. C'est typiquement l'expression d'une dérive du comportement alimentaire. Et où ai-je mis une quelconque valeur morale dans l'alimentation dans mes vidéos? C'est pas mal de manger tel ou tel produit, c'est pas bien non plus. Manger tel ou tel produit aura telle ou telle conséquence, c'est tout. Aucune valeur morale. Le problème là-dedans, c'est la déresponsabilisation. Et on le perçoit bien dans la suite de son interview. Il dit qu'il est très irrité. Mais irrité contre qui? Contre lui-même ou contre l'extérieur? Et bien sûr, sa structure mentale démissionnaire préfère accuser l'extérieur, en l'occurrence un gars comme moi qu'il n'a jamais rencontré, avec qui il n'a jamais échangé d'aucune manière, plutôt que de se remettre en cause lui-même. En 2015, j'ai essayé de manger le moins possible pour m'approcher du physique d'un Kényan, dans l'espoir de courir plus vite et d'avoir l'air mince. Soyons transparents d'entrée de jeu, j'avais poussé le vice à l'extrême. Je jeûnais du samedi soir au lundi matin et je me pliais au jeûne intermittent le reste de la semaine. Ces contenus exploitaient une faille qui existait déjà chez moi, celle de vouloir devenir plus mince parce que je n'acceptais pas vraiment le corps que j'avais. Et je relève au passage la même bêtise très orientée, qui est toujours systématiquement véhiculée par les journalistes pour se victimiser, quand ils disent « pour les adeptes et anciens adeptes, témoigner est difficile ». Monsieur Shepman, vous vous foutez de ma gueule. 99,9% des centaines d'articles qui sortent tous les ans à mon sujet sont des articles à charge. Vous passez votre temps à éplucher Internet pour essayer de trouver des victimes, des gens qui auraient quelque chose à me reprocher. Et vous osez me dire que c'est difficile de témoigner. Mais c'est exactement le contraire. C'est le contraire qui est vrai. Toute personne souhaitant témoigner favorablement pour moi se voit harcelée par une armée de trolls. Vous, les journalistes, ne prenez pas en compte son témoignage ou alors c'est pour le ridiculiser, pour le tourner en ridicule. Les gens ont peur de témoigner pour moi car ils savent que leurs propos seront déformés. Récemment encore, j'ai une amie proche qui a été contactée par une journaliste et cette amie m'a dit « Tu sais, j'ai pas envie de lui répondre parce qu'ils vont me faire dire n'importe quoi ». Donc si les gens qui pourraient témoigner favorablement pour moi ne le peuvent pas, c'est à cause de vous. C'est à cause de vos méthodes. Alors, tout ça, c'est juste pour illustrer comment ça se passe médiatiquement. Mais il y a d'autres moyens. Un autre moyen excellent, par exemple, c'est d'étiqueter la personne avec des qualificatifs honteux au regard des valeurs de notre société. Aujourd'hui, par exemple, on est dans une société progressiste, égalitariste. Alors, en prenant des éléments congrus, sortis de leur contexte, caricaturés, simplifiés à l'extrême, ils vont faire de toi, de moi en l'occurrence, un sexiste ou un raciste, un misogyne, homophobe ou transphobe, suprémaciste blanc antisémite, tout ce que tu veux. Ils te déposent ces labels comme des espèces de petits drapeaux rouges et qui font qu'une fois qu'ils sont posés sur toi, ces drapeaux rouges, une fois qu'ils sont quelques-uns journalistes à les avoir posés sur toi, tu es disqualifié socialement. Enfin, je te dis même la méthode, c'est les journalistes posent ces drapeaux rouges sur toi. À ce moment-là, Wikipédia prend les articles et dit « Ah, c'est écrit dans la presse, donc nous, on a le droit de les mettre ». Ta page Wikipédia est totalement transformée et d'un seul coup, ça te colle à la peau. Et là, plus personne ne veut de toi. Plus personne ne veut te parler. Les gens ont peur d'être associés à toi. Tu es effacé médiatiquement. C'est ce qu'on appelle la cancel culture. Alors, c'est à coup de stéréotypes, bien sûr, de caricatures et de mensonges. Et ça, c'était le boulot de Bastille, l'extracteur, ou de sa copine, Marika Chera, qui faisait partie aussi de l'extracteur, alias Fiona, alias Dr Nendili sur Twitter. Au passage, elle est docteure en océanographie. On pourrait se demander si ce n'est pas de l'usurpation du titre de médecin, vu qu'elle se permettait de parler de santé.
Et c'est une personne, par exemple, pour laquelle il y a 2 plaintes contre elle pour cyberharcèlement. Et elle dit ouvertement qu'elle a été invitée par la Miviludes pour travailler sur moi. Hein, je vais mettre, Alex, tu mettras des copies d'écran, s'il te plaît. Et se vante que c'est grâce à son travail que je suis traduit en justice. C'est pas rien. D'ailleurs, lorsque sa véritable identité a été révélée, elle a immédiatement effacé tout son Twitter. Et ces deux-là, ils jouent un rôle énorme dans l'affaire judiciaire. Leurs vidéos servaient un objectif clair et sont largement reprises dans le dossier au point de servir de source d'information pour les gendarmes enquêteurs. Et ça, c'est quelque chose dont je me rends compte systématiquement. Les gens qui suivent mon travail connaissent mon travail. Et la plupart du temps, ils ont un avis très circonstancié et nuancié sur mon travail. Il y en a qui adhèrent totalement, il y en a qui disent bon, moi, voilà. Mais les gens, par contre, qui vont me cracher dessus, ne connaissent pas mon travail. Généralement, ils n'ont jamais vu de vidéo. Ils ont juste vu les montages à charge qui ont été réalisés à dessein par exemple, ce pseudo-collectif citoyen qui s'appelait l'Extracteur, qui s'appelait l'Extracteur. D'ailleurs, Bastille lui-même se présente. Alors ça va leur faire un choc parce que dans le cadre de l'instruction, je vais demander quand même qu'on regarde mes vidéos. Hein. On va regarder réellement ce que j'ai dit réellement. Et je pense que ça va faire un choc, y compris aux enquêteurs. D'ailleurs, Bastille lui-même se présente comme travaillant avec la Miviludes quand il contacte de potentiels plaignants. C'est ce que m'a dit Constance. Et il a été invité par Sonia Baquès comme intervenant lors des assises des dérives sectaires. Quand tu vois le niveau de bêtise, de crasse et de grossièreté, de violence, de haine de ces 2 personnes, tu te dis que comme informateur, on touche le fond du lisier. Je vous affiche quelques copies d'écran dans lesquelles on parle de m'achever à coups de pelle, tandis qu'on me qualifie de sac à merde. Quand on voit aussi le mépris de Bastille, que Bastille peut afficher vis-à-vis de ceux qui le soutiennent, la Miviludes par exemple, ou Sonia Baquès, on se dit que finalement c'est surtout son arrogance et sa bêtise qui le caractérisent. Et alors ça fait un dossier. Dossier pénal, c'est ça, c'est des milliers de pages, c'est énorme. Je me souviens quand je suis arrivé chez Divisio, il avait tiré le dossier, il m'a dit ça c'est la moitié de votre dossier. Il y avait une pile comme ça sur la page. À moi tout seul, je suis responsable de la déforestation de la moitié de l'Amazonie, quasiment. Enfin, moi, si j'avais pu l'éviter, je l'aurais évité. Pour couronner le tout, tu ajoutes dans le dossier des anciens salariés qui essayent de me voir condamné pour couvrir certains de leurs agissements pas très clean. Un ancien partenaire qui collabore lui aussi très étroitement avec les gendarmes pour essayer de couvrir là aussi des malversations commerciales. Bref, on fait le fond de tiroir des personnes qui pourraient m'en vouloir de près ou de loin, ou avoir intérêt à me voir condamné en espérant que je le serai. Ah puis j'oubliais, on a une Miviludes et l'UNADFI, globalement, qui ont besoin de sectes pour justifier de leur existence et de leur budget. Et surtout qui ont intérêt à trouver des personnes sur qui taper. Peut-être par exemple pour faire oublier que l'UNADFI a été signalée en septembre 2021 à la Cour des comptes pour mauvaise gestion financière et opacité, avec des déficits chaque année. Et que, comme par magie, la Miviludes lui a attribué juste après 260 000 € qui lui ont permis de revenir à l'équilibre. Alors moi, je me demande légitimement où sont les journalistes pour enquêter sur cette utilisation des fonds publics qui mériterait certainement autant d'écho médiatique que l'affaire des fonds Marianne. Monsieur Shepman, on vous attend. D'ailleurs, la Miviludes, dont l'ancien dirigeant de la Miviludes, le préfet Gravel, monsieur Gravel, qui me décrit comme l'archétype de la nouvelle génération d'entrepreneurs sectaires, de prédateurs sectaires, est mêlé à de la corruption et du détournement de fonds publics. Je vous mets une image de coupure de presse. C'est presque honorable d'être insulté par des personnes avec cette moralité.
D'ailleurs, le journaliste, la Shepman, il me posait des questions par rapport à ça. Et il me demandait, vous avez été décrit par M. Gravel, comprenez-vous cette description, l'archétype de la nouvelle génération d'entrepreneurs sectaires et de prédateurs sectaires? Il me posait des questions. Et je lui disais, c'est à se demander s'il ne faut pas prendre positivement une insulte venant d'un préfet mêlé à de la corruption et du détournement de fonds publics. Il n'a pas repris mes propos, hein, M. Shepman. À ce propos, on m'avait fait remarquer courant 2021 l'existence d'annonces sponsorisées me décrivant comme un charlatan toxique en tête des recherches Google. Hein, il y avait un sponsoring d'un site qui s'appelle Conspiracy Watch, hein, l'observatoire du complotisme, voilà comment il s'appelle, me décrivant comme un charlatan toxique en tête des recherches Google lorsqu'on tapait mon nom. Dans l'affaire des fonds Marianne, Rudy Reichstadt, donc celui qui dirige Conspiracy Watch, a reconnu devant le Sénat avoir eu de l'argent du CIPDR. CIPDR, c'est le tenant de la Miviludes, hein, pour faire de la propagande, hein, appelons les choses comme elles sont, à mon encontre avec de l'argent public, toujours sous couvert de protection des citoyens. Et d'ailleurs, l'UNADFI, c'est marrant, tout est lié, et pas une question de laver son linge sale, mais c'est important que vous sachiez un petit peu jusqu'où ça peut aller. Hein. Dans une affaire connexe, il se trouve qu'en juin dernier, j'avais porté plainte contre la société Biovie, enfin, ma société de l'époque a porté plainte contre la société Biovie de Éric Viard, quelqu'un avec qui j'ai beaucoup collaboré par le passé et qui m'avait éjecté en 2020 d'un projet qu'on avait commun et qui m'avait éjecté d'une manière assez violente de ce projet d'importation de noix de coco. J'ai attendu 3 ans pour faire quoi que ce soit, je lui ai donné la chance de revenir vers moi, de proposer une médiation, de trouver une solution à l'amiable. Ça n'a pas été fait, donc j'ai été obligé de porter plainte. Et j'ai quand même été très surpris parce que qui, Éric Viard et la société Biovie, ont-ils choisi comme avocat? Je vous le donne en 1000, Jean-Baptiste Cesbron. Alors Jean-Baptiste Cesbron, ça ne vous dira peut-être pas grand-chose, c'est l'avocat attitré de l'UNADFI, mari de Joséphine Cesbron, présidente de l'UNADFI qui siège au conseil de direction de la Miviludes. Autant vous dire, ils ont pris pour avocat le mec qui déteste le plus au monde la naturopathie, l'alimentation vivante, Irène Grosjean avec qui Biovie travaille régulièrement et bien sûr moi-même. Enfin, tout le milieu de la santé naturelle. Hein. C'est pas ridicule, c'est du pathétique. Tu sais ce qu'on dit, hein, les ennemis de mes ennemis sont mes amis, même si ce sont mes ennemis. Alors, c'est tout ce fatras et ce ramassis de médisance et de jalousie, ce fatras de vidéos de commandes à charge, ces montages qui justifieraient tous ma mise en examen. On va bien voir si ça tient longtemps et je vais faire confiance à M. Divisio pour faire évoluer très vite la situation. Alors, deuxième partie de ma vidéo, qui va être plus courte. Pourtant, parce que moi je les connais, mes vidéos, et je pense que vous qui suivez mon travail, vous les connaissez, mes vidéos. Je n'ai jamais rien fait que partager avec vous les grands principes de naturopathie et d'hygiénisme. Des règles millénaires, de responsabilité individuelle sur sa santé. On essaye de faire croire que je cherche à me substituer à la médecine moderne. Est-ce que j'ai dit une seule fois, n'allez pas chez votre médecin? Ben non, non, je ne l'ai jamais dit. Non, parce que la naturopathie s'occupe de santé et de maintien de la santé, pas de maladie. La naturopathie ne cherche pas à soigner une maladie, mais à augmenter le niveau de santé d'un individu, lui permettre de se renforcer de façon individuelle et adaptée. Ces deux termes sont très importants. J'entends régulièrement dire « Mais Casanovas a recommandé d'arrêter la chimio ou de refuser un traitement. » Où ça? Non, parce que ça, c'est des brèves de comptoir. Moi, je veux des faits, pas des on-dit. Et je ne l'ai jamais dit. Alors, individuel et adapté, ces deux termes sont primordiaux. Hein, c'est la base de la naturopathie. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de méthode générale en naturopathie, mais plutôt une démarche, un regard, un état d'esprit. Et ainsi, toutes celles et ceux qui essayent vainement de m'accuser d'avoir mis en place un régime, une méthode, des recettes, prouvent à l'évidence qu'ils ne m'ont jamais écouté. Il n'y a que des grands principes généraux qui peuvent être partagés sur Internet d'ailleurs, et de l'information générale que chacun doit adapter et individualiser pour que ce soit efficace. Alors moi je pense que la première maladie de notre civilisation, c'est d'abord la démission, la délégation. Nous passons notre temps à adopter un comportement d'enfant et ensuite à râler contre ceux à qui même nous avons offert le pouvoir sur nous, ou pire, contre la malchance. Tu, je, nous bouffons de la merde,
On se couche à point d'heure après avoir regardé des émissions débiles à la télévision. On ne sort jamais au grand air pour jouer avec nos enfants ou faire du sport. Et ensuite, on se plaint parce que notre médecin n'a pas la pilule miracle pour faire de notre vie un conte de fées. Et moi, j'ai raté une page. Bon, après, il faut aussi dire que c'est quand même le fonds de commerce de toute cette industrie du médicament, ton mal-être. On n'a rien à vendre à des heureux, bien portants, en pleine santé et épanouis. Par contre, dès que quelque chose ne va pas, c'est bingo. Petite séquence souvenir. Et là, Alex, tu mets un petit passage, le passage de la moumoute. Retiens bien, la moumoute. Non, mais non, tout est bon, t'inquiète, change rien, vas-y, bois, fume, bouffe de la merde, y a pas de problème. Ça se saurait si ça faisait du mal quand même, non, mais prends mes cachetons, non, prends ma chimiothérapie, non, mais prends mes corticoïdes, et tu bandes plus, mais prends du Viagra, tu dors plus, mais prends des pilules pour dormir, et tu digères plus, mais prends des pilules pour digérer, et tu vois plus, prends des lunettes, et t'as plus de cheveux, mais une moumoute. Mais t'inquiète, j'ai toujours quelque chose à te vendre. C'est ça la logique du corps con, c'est j'ai toujours quelque chose à te vendre. Pourquoi? Parce que ton corps est con. On me reproche souvent d'évaluer et dénigrer la médecine moderne. En vérité, c'est exactement l'inverse. Je prends la défense des médecins parce qu'on attend d'eux qu'ils prennent la responsabilité de nos choix de vie, qu'ils compensent à nos démissions quotidiennes et ensuite on leur reproche de ne pas être efficaces. On leur demande d'être des demi-dieux, littéralement. Mon message, il est simple. Mon message, c'est bouge-toi le cul et arrête de pleurnicher, d'accuser le mauvais sort, ton médecin, ton boulot, ta femme, ton chien, ta bagnole ou Casas Novas. Arrête de regarder à tes impossibilités et regarde à ce que tu peux faire aujourd'hui, maintenant. Regarde aux possibilités, prends tes responsabilités et regagne ta liberté. Car, comme le dit Périclès, il n'est point de bonheur sans liberté et il n'est point de liberté sans courage. La liberté, ça ne se réclame pas, ça se prend à force de courage, de responsabilité, de persévérance et de foi. Et ça, c'est l'unique credo de Régénère. Alors, l'avenir. Vous avez vu, le site Régénère a été arrêté, les abonnements ont été arrêtés, la société a été liquidée. Je le déplore, mais comme je vous l'ai dit, c'était de façon implicite la condition sine qua non pour que moi et ma famille puissions rentrer chez nous. Il n'y a qu'à ce prix-là qu'après 6 mois d'interdiction de résider dans ma commune, j'ai pu obtenir une levée de cet aspect du contrôle judiciaire. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'un nouveau Régénère arrive. Une formule toute nouvelle qui respectera bien sûr les règles imposées par le contrôle judiciaire. J'ai les vaches qui montent là. Il va y avoir un face-à-face. Après le face-à-face avec l'UNADFI et la Miviludes, c'est Casas contre les vaches. Ça va donner aussi. Et puis parmi elles, il y a un gros taureau. Un taureau noir, s'il monte, je pense qu'il faudra que je change d'espace. Elles viennent boire à la rivière. Bon, là, je vous raconte ma life, mais... Donc, une formule toute nouvelle arrive de Régénère. Une formule qui respectera bien sûr les règles imposées par le contrôle judiciaire, avec une formule qui sera beaucoup plus riche, plus collective, plus efficace, et plus que jamais, avec Régénère, on va parler de liberté, de responsabilité, d'information, de santé, d'autonomie, et de souveraineté. Alors, je vous donne rendez-vous pour cette nouvelle formule en fin d'année ou début d'année 2024, pour ce qui sera la véritable saison 2 de Régénère, où il y en a qui sont prêts à se moquer de moi régulièrement en parlant de résurrection, et bien la seconde résurrection de Régénère. Entre-temps, je vous l'ai dit, je vais exercer mon droit à la défense sur le plan médiatique et je vais vous proposer des vidéos qui vont revenir sur certains aspects, des caricatures qui sont véhiculées régulièrement sur moi et je vais vous montrer que ce ne sont que des caricatures. Le silence médiatique a été une catastrophe et c'est certainement le pire conseil que l'on pouvait me donner. Mais qu'importe, maintenant on repart et on repart en mieux. Vous savez ce qu'on dit? Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Je pense qu'une fois de plus, on va le prouver. La réaction du vivant soumis à un stress, si ce stress ne le détruit pas, bien c'est de répondre avec de la croissance. C'est ce que je vous promets pour Régénère. Entre-temps, moi je tiens vraiment, je vous l'ai dit, à vous remercier sincèrement pour tout, pour votre soutien dans la rue, au quotidien, pour moi, ma famille. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça nous fait du bien quand quelqu'un s'arrête, nous dit, voilà, merci, on est avec vous, on vous encourage, on vous soutient.
Même les vaches sont là pour me soutenir, c'est magnifique, ça m'arrache des larmes des yeux. Non mais merci à vous tous, merci pour le soutien financier avec la cagnotte, merci pour... voilà, je suis un peu déstabilisé, c'est le final auquel je ne m'attendais pas, mais en même temps c'est la réalité de mon environnement. Merci à toutes et à tous, on se retrouve très très bientôt, Régénère continue, je peux vous l'assurer. Voilà ma doudoune, enfin mon doudou, parce qu'il y a des coronesses là.